Martineau. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer. Vous écoutez Martineau. Cube Radio. Joseph Facal. J'espère que tu ne me mets pas dans la position impossible de te riposter en essayant de défendre la cohérence de cette incohérence absolue, là. La rencontre Facal-Martineau. Alors, Joseph, je sais que tu veux parler de l'état pitoyable des universités anglophones, mais juste avant, écoute, il y a un texte dans Le Devoir que je trouve très intéressant. Les ambassadeurs du Maroc et du Bénin disent au Québec, arrêtez de siphonner notre élite médicale. Vous venez chez nous, on forme des docteurs, on en a besoin. Parce qu'on a plein de problèmes, tu sais, dans ces régions-là, des maladies graves, des tremblements de terre, et vous venez nous voler littéralement nos meilleurs cerveaux. Corrige-moi si je me trompe, Joseph, je te lis religieusement. Il me semble que tu avais écrit une chronique là-dessus en disant avant, le colonialisme, c'était de venir pomper nos ressources naturelles. Maintenant, on vient pomper dans ces pays-là les ressources intellectuelles. Est-ce que je me trompe? Alors, Richard, après 20 ans de chronique et plus de 2000 textes d'opinion, ce qui est sans doute inférieur à ton nombre à toi, mais c'est quand même assez volumineux. Après 2000 textes d'opinion, plus ou moins, je n'ai pas de système de référencement comme dans les bibliothèques qui me permettent de retracer un texte d'il y a 7 ans, 11 ans ou 14 ans. Mais il est vrai que j'ai déjà abordé cette question, qu'on peut aborder de différentes manières. Il est vrai que le gouvernement du Québec, à la recherche d'immigration francophone éduquée, va souvent cibler des professionnels et que notre gain à nous, c'est leur perte à eux. Excuse-moi, Joseph, rien qu'une minute, ton micro, je sais pas, il est peut-être mal installé ou je sais pas, ça fait beaucoup de bruit soudainement. OK, vas-y. Est-ce que tu m'entends mieux maintenant? Ah, parfait. Donc, continue. Ah, OK. Je disais donc que oui, j'ai commis un texte là-dessus, je me rappelle pas quand, et effectivement, à partir du moment où le gouvernement du Québec va cibler une émigration francophone et instruite, ben, notre gain à nous, c'est la perte de ces pays. Plus largement, il y a aussi toute cette problématique. Prends par exemple un pays comme Haïti. Il y a beaucoup de Québécois, de Canadiens qui sont d'origine haïtienne. Ils sont nos collègues dans les médias, à l'université et tout. Et ceux qui quittent sont les plus instruits, les plus éduqués, les plus résilients, les plus brillants, arrivent ici et souvent enrichissent le Québec. Essaie, Richard, de développer un pays quand génération après génération, une société perd les meilleurs de ses enfants. Alors oui, effectivement, ça nous met devant un terrible dilemme éthique. En même temps, sans aller jusqu'au niveau délirant du gouvernement Trudeau, il est normal qu'une société petite comme la nôtre veuille un volume gérable d'immigration. Et comme nous n'avons pas évidemment pour vocation d'accueillir la misère du monde entier, on les veut évidemment instruits et éduqués. Donc, c'est un dilemme moral pour eux, c'est un dilemme moral pour nous. Et de temps en temps, je me dis qu'on pourrait se garder une petite gêne, oui. Mais c'est ça, on n'aime pas ça, hein, quand on forme des infirmières, puis une fois formées, elles lèvent les feuilles, puis elles s'en vont en Suisse parce qu'elles sont mieux payées. On n'aime pas ça, mais c'est ce qu'on fait aux autres pays. Ou alors, évidemment, si tu prends, par exemple, nos pauvres universités anglophones, on n'aime pas ça, nous, le contribuable québécois, subventionner les études d'un petit gars qui vient de Toronto ou de Vancouver, juste parce que c'est moins cher ici. Et une fois qu'il s'est formé ici, il repart faire bénéficier ses talents dans une autre
société. On n'aime pas ça. Ben, je comprends parfaitement que les Béninois, les Maliens, les Haïtiens et autres peuples mal pris n'aiment pas ça, se faire siphonner leur talent. Je crois que je t'ai envoyé un petit courriel dans lequel j'avais une métaphore sportive un peu boiteuse. Je disais, comment tu veux construire une équipe si tu perds tout le temps tes premiers choix de repêchage parce qu'une autre équipe met une offre sur la table pour aller les chercher? Ben, c'est ça, le drame de ces pays-là. Et évidemment, c'est drôle que tu soulèves cette question parce que toute l'attention médiatique se focus sur les migrants qui, par exemple, arrivent dans des bateaux de désespoir. Et derrière ce drame, il y a une autre réalité plus subtile qu'on ne voit pas, qui est celle de ces gens super instruits, super qualifiés, qui devraient normalement être les cerveaux, les moteurs, les colonnes vertébrales du décollage de leur propre pays. Peut-être qu'ils seraient moins nombreux à vouloir prendre la mer et risquer la mort s'ils avaient de bonnes raisons de rester chez eux. C'est très bien dit. Maintenant, à la maison, prenez votre boîte de Kleenex parce qu'on va pleurer sur le sort des pauvres universités anglophones qui tirent Joseph le diable par la queue. Écoute, Richard, passons rapidement sur l'hystérie du Canada anglais que tu as, toi, avec d'autres, dénoncé dans une série de textes. Essentiellement, que fait la ministre de l'Enseignement supérieur, Pascale Derry? Elle double, en gros, de 9 000 à 17 000 les droits de scolarité pour les Canadiens qui ne sont pas des résidents habituels du Québec. Le 17 000 qu'on leur charge dorénavant, là, c'est juste le coût de production réel moyen d'une année à l'université. Alors évidemment, ça chiale. Sortons nos mouchoirs. Richard, 51,2% des étudiants de McGill viennent de l'extérieur du Québec. Et le contribuable québécois subventionne largement la formation de petits gars, petites filles qui viennent d'ailleurs parce que c'est juste moins cher ici et on offre un très bon deal en termes de coût qualité-prix. Voyons donc. En termes d'investissement public, les 3 universités anglophones, par contre, du Québec, à peu près 25% de la population totale, reçoivent 56% des investissements immobiliers du gouvernement du Québec. Et pour 2023-2033, l'éminent chercheur Frédéric Lacroix m'a envoyé des chiffres tout chauds ce matin. Pour les 10 prochaines années, 60% de l'investissement immobilier du gouvernement du Québec ira à McGill et à Concordia, le Royal Vic étant évidemment le gros morceau. Par ailleurs, il faut faire attention là, quand on regarde les chiffres. On dit en gros, bof, par tête de pipe, le gouvernement du Québec donne 5 040 à un étudiant dans une université anglophone et 5 002 pour chaque étudiant dans une université francophone. Ça se vaut kiff-kiff. Ouais. Il faut regarder l'ensemble des sources de financement. Les universités anglophones ont des subventions fédérales beaucoup plus importantes, des droits de scolarité pour les étudiants étrangers qui vont massivement dans ces universités très importants, des dons privés, des revenus de fondation infiniment supérieurs. Et quand, évidemment, tu es assis sur ce pactole, ben, ça donne un effet de levier quand tu vas convaincre des investisseurs ou que tu vas voir une banque pour des projets futurs. Alors, si tu rajoutes toutes les sources de financement, ben, ça donne à peu près 16 000 $ par étudiant dans une université anglophone contre 12 500 dans une université francophone. Donc, il y a un écart substantiel. Je pourrais continuer pendant longtemps, Richard. En 2018, suite à un lobby intense de l'université McGill, le gouvernement de Philippe Couillard a déplafonné les droits de scolarité pour les étudiants étrangers. En langage clair, ça veut dire qu'un étranger, l'université est libre de lui charger le prix qu'elle veut. Devine, qui ont été les plus grandes bénéficiaires de ce déplafonnement-là? Ben, par définition, celles qui reçoivent beaucoup d'étudiants étrangers, au premier chef, McGill et Concordia. Et je pourrais continuer. Mais cégeps, vas-y. Joseph, je parlais de ça,
de ce Oui. sujet-là un peu plus tôt ce matin avec Thomas Mulcair. Ouais. Voici ce qu'il m'a dit. Et là, je t'interdis de rire. On doit se respecter entre collègues. D'accord. T'as pas le droit de rire. OK. Thomas me disait, oui, mais ils viennent de l'étranger, ils viennent de d'autres provinces, ils arrivent ici au Québec, ils tombent en amour avec le Québec, ils apprennent le français, puis ils restent. C'est une richesse. Réponds. Richard Martineau, mon petit maudit, tu m'as déjà demandé des choses tough dans notre chronique. Tu m'as souvent envoyé des balles papillons, mais me demander de ne pas rire quand j'entends ça, c'est l'affaire la plus difficile que tu m'as jamais demandé. Alors, si c'est pas moi qui ris, c'est le petit bonhomme ici posé sur mon épaule, là. Tu sais, le petit diable avec la fourche, là, qui, par respect pour Tom, je préfère ne pas qualifier ce propos. J'ai une litanie de mots pas gentils qui me viennent en tête. Voyons donc. Franchement, voyons donc. Voyons donc. Laisse-moi juste finir. Non, voyons donc. Puis, regarde. Voyons donc. Non, mais non, j'ai dit que je riais pas. T'es en train de me corrompre. J'ai dit que je riais pas. J'essaie de garder mon calme. Okay. Alors évidemment, regarde, je t'amène au cégep. Tiens, au Québec, la communauté anglophone de naissance, de souche, langue maternelle, c'est 8%. Eh bien, 17% de nos cégepiens vont dans des cégeps anglophones. On sait très bien qu'avoir fait tes études collégiales en anglais te dirige fortement, en quelque sorte, ensuite vers des universités anglophones. Et si tu as ensuite fait toutes tes études collégiales et toutes tes études universitaires dans des institutions anglophones, tu es en quelque sorte prédisposé, t'enlignes ton véhicule vers travailler principalement en anglais sur le marché du travail. Donc, de toutes les façons que tu puisses regarder l'affaire, tu sais, comme un kaléidoscope qui change de forme, de couleur quand tu le modifies, quel que soit l'angle que tu donnes à la patente, ces universités-là ont tort de se plaindre, elles sont gros-dures. En fait, l'économiste Pierre Fortin calcule que l'iniquité entre le réseau francophone et le réseau anglophone se chiffre au bas mot à environ 1,4 milliard par année. Or, la mesure de Pascal Derry, la mesurette, vise à transférer aux universités francophones combien? 100 millions. 100 millions. Alors qu'on estime le manque à gagner à 1,4 milliard. Alors, quand je les entends se plaindre, j'ai presque envie de lâcher un éclat de rire aussi gargantuesque que celui que tu m'interdis de manifester devant l'autre propos. Et rapidement, 6 anciens premiers ministres disent à M. Legault qu'il centralise trop le système de santé. Ça, c'est le vieux catch-22. Si tu centralises trop, on dit que tu enlèves des marges de manœuvre et de la souplesse aux institutions, aux instituts en bas. Mais si tu décentralises trop, lorsqu'en haut, on prend une décision, ça se rend pas jusqu'en bas parce que tu crées des fiefs et des chances gardées. Donc, damn if you do, damn if you don't. Moi, je crois qu'on a déjà un système extrêmement centralisé. Pire que ça, on a un système extrêmement politisé. Richard, je ne connais pas une autre société au monde où le ministre de la Santé se fait interpeller à la période des questions sur des cas précis, sur des dossiers de personnes dans un CHSLD dans telle ou telle région. Donc, on a un système à la fois centralisé, rigide et politisé. Et cette idée, finalement, de créer une société d'État, faire pour la santé un peu ce qu'Hydro fait pour l'électricité, c'est-à-dire confier ça à des gestionnaires qui seraient à distance des calculs politiques, ça m'apparaît globalement une bonne idée. Et, à moins que je me trompe, je ne sens absolument pas en Christian Dubé cette espèce d'arrogance ou de fermeture, d'entêtement qui caractérisait Gaétan Barrette. Je ne vois rien de radical dans sa réforme. Et par ailleurs, la principale crainte des signataires légitimes, qui est que un donateur privé
veut pas donner une machine, veut donner à une cause de son choix, eh ben, je crois que la philanthropie privée, d'après ce que j'ai pu voir, elle est bien Mais protégée oui. dans ce texte. Alors, je trouve que, tout en reconnaissant que leur démarche est parfaitement légitime, il y en a qui hurlent contre ça, là, oh, mon Dieu, lobby occulte et tout. Ça me dérange pas en tout qu'ils prennent la plume pour faire ça. C'est inusité, mais c'est pas inédit, ils l'ont déjà fait. Je trouve que non, je Mais, partage pas leurs inquiétudes. Et et- jusqu'à maintenant, Dubé a été tout à fait capable de dire, ah oui, là-dessus, vous avez un bon point, je change mon truc. C'est pas un homme dogmatique et il me semble que son affaire va pas mal dans la bonne direction. Et Gaëtan Barrette, là, je viens de lui parler, il vient de me dire, là, non, c'est pas vrai. Si tu donnes de l'argent à l'Institut de cardiologie de Montréal, par exemple, parce que tu es attaché à cette institution-là, l'argent que tu donnes va aller à l'Institut économique de Montréal. Oui. Ça ira pas dans le pot, là, en haut, là. Oui. Alors, Donc, je comprends que toute réforme d'envergure bouscule des habitudes et qu'il y a des gens qui sont confortables avec le statu quo. Mais franchement, est-ce que cette réforme est une espèce de bulldozer dogmatique et insensible? Je pense pas. Je pense qu'on a quelqu'un qui va globalement dans la bonne direction et c'est notre collègue Éric Yvan Lemay qui s'amusait, n'est-ce pas, à nous rappeler que parmi ces 6 premiers ministres, 4 ont mené des réformes dont les résultats sont, soyons gentils, discutables. écoute, Joseph, je ne sais pas si tu fais du yoga, mais tu fais preuve Non. d'un fantastique contrôle sur toi parce que t'as pas ri. T'as pas ri, c'est fantastique. Merci beaucoup, Joseph Facal. À Ça demain. marche. Bonne journée. Salut.